La tempête éclata sans prévenir, comme toujours sur la côte de la Nouvelle-Angleterre à la fin de l'automne. Le ciel, qui était encore gris plombé quelques heures auparavant, s'était déchiré, libérant un rideau de pluie torrentielle et aveuglant qui martelait le toit ondulé du garage de Bennett. À l'intérieur, Hannah Bennett ne se rendait compte de rien. L'odeur de l'huile de moteur, du métal chaud et du caoutchouc usé était de son parfum. Le son métallique et net d'une clé serrant un boulon était sa symphonie. Le rythme effréné de la pluie sur le toit en tôle n'était qu'une musique de fond pour sa concentration intense et inébranlable. Ce garage était tout ce qui lui restait de son père. C'était un héritage bâti à la sueur de son front, avec ses jointures meurtries et une dévotion presque sacrée pour les machines. Les murs en briques apparentes étaient ornés d'affiches défraîchies de muscles corps des années 70, dont les couleurs avaient été estompées par le temps. Les outils de son père étaient suspendus à leur place sur le panneau perforé, chaque clé et chaque tournevis ayant un poids familier dans sa main. C'était son royaume, son sanctuaire, une forteresse contre un monde qui lui avait trop souvent semblé étranger et impitoyable. Le téléphone fixe sonna, sa sonnerie stridente et insistante tranchant avec le bruit de la tempête et le rock classique qui s'échappait d'une vieille chaîne stéréo. Anna fronça les sourcils et essuya ses mains tachées de graisse sur un chiffon accroché à son épaule. Il était presque minuit. Qui pouvait bien appeler le garage à cette heure-là? En cas d'urgence réelle sur la route, on l'aurait appelé sur son portable. Garage Bennett, répondit-elle d'une voix un peu rauque à force de ne pas s'en servir, mais assurée. J'ai besoin d'un orteil, dit une voix masculine à l'autre bout du fil. Elle était grave, sonore et d'un calme déconcertant. Elle ne trahissait aucune panique, seulement l'agacement laconique d'un homme dont l'emploi du temps avait été interrompu de force. Route industrielle à environ 2 mètres à l'est de la sortie 17. Une Maserati Ghibli de 1967. Hannah cligna des yeux. Une Ghibli de 67? Ce n'était pas une voiture que vous aviez trouvée en panne sur le bas-côté, surtout pas sur une route industrielle déserte au milieu d'une tempête violente. D'accord, monsieur. Quel est le problème avec le véhicule? Il est complètement hors d'état de marche. Une pointe d'impatience se glissa dans son ton. Venez ici. Je serai là dans 20 minutes, dit-elle en jetant un coup d'œil par la fenêtre où la pluie semblait tomber en rideau. Restez dans votre véhicule. L'homme raccrocha sans un mot. Hannah soupira, éteignit la radio et attrapa son imperméable épais. Sa dépanneuse, une vieille Ford F350 cabossée mais extrêmement fiable qu'elle appelait «la bête», l'attendait juste devant. Alors qu'elle sortait du garage, l'obscurité et le déluge l'engloutirent. Les essuie-glaces menaient un combat perdu d'avance contre les assauts de la pluie. Leur claquement rythmique, claquement, 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 était un battement hypnotique contre le chaos. Industrial Road était exactement comme son nom l'indiquait. Un ruban d'asphalte fissuré serpentant entre des entrepôts abandonnés et des usines silencieuses. Les lampadaires étaient rares et espacés, projetant des flaques de lumière étranges et isolés sur la chaussée mouillée. Hannah ralentit, ses yeux scrutant l'obscurité, puis elle le vit. La Maserati Ghibli était une ombre élégante et prédatrice sous la pluie, ses courbes gracieuses brillant sous les phares de son camion. Un homme se tenait à côté, indifférent à la tempête. Il était grand, large d'épaules et vêtu d'un costume sombre, impeccablement taillé qui semblait repousser l'eau. Ses cheveux noirs étaient trempés, collés à son front, mais il n'y prêtait aucune attention. Même de loin, Hannah pouvait sentir une aura émaner de lui, un calme déconcertant qui laissait présager un danger. Ce n'était pas un homme qui était jamais victime des circonstances. Elle arrêta le camion de remorquage. Ses feux orange d'avertissement commencèrent leur danse silencieuse dans la pénombre. Alors qu'elle sortait, le vent déchira son imperméable. L'homme se retourna et elle put voir son visage pour la première fois. Il était tout en angle vif et en plan dur, avec une mâchoire forte recouverte d'une barbe naissante et des yeux sombres et profonds qui la regardaient, non pas avec le soulagement d'un automobiliste en panne, mais avec le regard froid et évaluateur d'un prédateur. « Vous venez du garage? » demanda-t-il d'une voix encore plus froide et plus aiguë en personne. « Je suis le garage, » corrigea Hannah en gardant un ton neutre. Elle fit le tour de la Maserati, le faisceau de sa lampe frontale balayant la peinture impeccable. « Ouvrez le capot, » ordonna-t-il. Hannah se pencha sur le moteur V8 immaculé, une merveille d'art mécanique. Tout était propre, parfaitement entretenu.
Elle vérifia la batterie, les câbles. Tout était en bon état. Essayez de le démarrer. Je ne suis pas un imbécile, déclara-t-il d'un ton sec. Il n'y a pas de courant, fit Anna en fronçant les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Elle vérifia à nouveau que les bornes de la batterie étaient bien fixées, mais alors que sa lampe descendait plus bas, suivant le tracé de la conduite de carburant, elle se figea. Son cœur fit un bond. Il y avait une coupure, une entaille nette et délibérée à travers l'acier tressé du tuyau d'essence. De l'essence s'était échappée, mais la pluie torrentielle avait emporté la plupart des traces. Ce n'était pas une défaillance mécanique, c'était un sabotage. Le sang se glaça dans ses veines. Elle leva la tête, le faisceau de sa lampe frontale croisant son regard. Elle ne dit rien, mais il sembla percevoir la tension soudaine dans son attitude, le changement dans son expression. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, d'une voix toujours calme, mais désormais teintée d'une nouvelle intensité meurtrière. Anna déglutit, la gorge soudainement sèche. « Ce n'était pas un accident, dit-elle d'une voix à peine audible dans le hurlement du vent. Votre conduite de carburant, elle a été coupée. » Un silence s'installa entre eux, plus lourd et plus suffocant que l'air étouffé par la tempête. Les yeux de l'homme se plissèrent. Il s'approcha, se penchant pour voir par lui-même. Il n'avait pas besoin d'être mécanicien pour comprendre les implications d'une coupure nette sur un composant vital. Lorsqu'il se redressa, l'agacement qu'il avait manifesté auparavant avait disparu, remplacé par une conscience froide et mortelle. « Vous en êtes certaine? »« J'ai fait ça toute ma vie, » dit Anna, retrouvant un peu de sa confiance professionnelle. « J'en suis certaine. » Avant qu'il n'ait le temps de répondre, deux phares transpercèrent la pluie sur la route, se rapprochant de leur position. Lentement, trop lentement, un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie froide lui parcourut l'échine. L'homme ne broncha pas. Il déboutonna simplement sa veste de costume, un petit mouvement économique qui révéla un étui en cuir à l'épaule et le pistolet noir mat qui s'y nichait. « Montez dans votre camion, » ordonna-t-il d'une voix grave et menaçante. « Et maintenant, je fais ce que je dis, » l'interrompit-il, le regard fixé sur la voiture qui approchait. Le cœur d'Hannah battait à tout rompre dans sa poitrine. La logique lui criait de monter dans son camion et de partir, de laisser cet homme et les ennuis qui le poursuivaient, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Elle venait de signaler un acte de sabotage à un homme armé qui s'attendait clairement à une confrontation. Partir maintenant pourrait être tout aussi dangereux que de rester. La voiture, une berline noire banale, s'arrêta à une quinzaine de mètres. Les portes s'ouvrirent et deux hommes en sortirent, leurs silhouettes se découpant dans la lumière des phares. Ils ne dirent rien. Ils se contentèrent de marcher vers eux. Leur avancée silencieuse était plus terrifiante que n'importe quelle menace criée. « Hannah, » dit l'homme à côté d'elle d'une voix basse. « Je m'appelle Matteo Valente. Ce soir, vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Cela fait de vous une partie intégrante de cette affaire, que cela vous plaise ou non. » Ce nom ne lui disait rien, mais la façon dont il le prononça, avec la finalité d'une condamnation à mort, la fit frissonner. Elle regarda les hommes qui s'approchaient, puis se tourna vers Matteo. Il restait immobile, solide comme un monolithe dans la tempête, le pistolet désormais dans sa main, tenu sans serrer, mais avec l'aisance d'un expert. « Maintenant, dit-il, ses yeux sombres rivés sur les siens, montez dans le camion, baissez-vous et ne pensez pas à partir. » À ce moment-là, Hannah Bennett, mécanicienne indépendante, une femme qui ne recevait d'ordre de personne, comprit deux choses avec une certitude effrayante. Premièrement, elle était dans une situation terrible qui allait bouleverser sa vie. Et deuxièmement, cet homme, Matteo Valente, ne lui faisait pas une demande. Il revendiquait un droit. Le premier coup de feu fut un craquement assourdissant qui déchira la nuit. Un son si aigu et si définitif qu'il sembla faire taire momentanément la tempête. Ce fut le catalyseur qui brisa la paralysie d'Hannah. Elle se précipita dans la cabine du monstre. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle se baissa sur la banquette, enfouissant son visage dans ses bras, le souffle court et saccadé. Un autre coup retentit, suivi du bruit écœurant du métal perforé. Une balle avait frappé la portière passager de son camion, à quelques centimètres de l'endroit où se trouvait sa tête quelques instants auparavant. Son sang se glaça. Ce n'était pas un film. C'était la réalité. L'odeur caractéristique de la cordite, âcre et mortelle, flottait dans l'air humide. Dehors, elle pouvait entendre le bruit frénétique des bottes sur l'asphalte mouillé.
Un grognement guttural de douleur, puis la voix froide et maîtrisée de Matteo aboyant un ordre en italien. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. C'était la voix d'un homme habitué à commander au milieu du chaos. Un homme pour qui la violence était une seconde nature. Hannah ferma les yeux, souhaitant pouvoir remonter le temps de 30 minutes, souhaitant avoir ignoré cet appel fatidique, souhaitant être simplement une mécanicienne dans son garage, en sécurité parmi ses outils et ses bacs à huile. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, tout fut fini. Un lourd silence retentissant s'installa, seulement rompu par le tambourinement régulier de la pluie. Elle attendit, n'osant pas bouger. Tous les nerfs de son corps étaient tendus à l'extrême. La portière côté conducteur de la dépanneuse s'ouvrit. Hannah sursauta, un cri coincé dans la gorge. Matteo Valente se tenait là, sa grande silhouette se découpant contre le faible éclairage lointain du réverbère. La pluie ruisselait sur son visage, mais ses yeux étaient aussi perçants que des éclats d'obsidienne. La manche de sa veste était déchirée et une égratignure récente marquait sa pommette. Mais à part cela, il semblait étrangement indemne. C'est fait, dit-il d'une voix neutre. Sortez! Tremblante, Anna sortit en rampant de la cabine. Les deux hommes en noir gisaient immobiles sur le trottoir. Les flaques d'eau de pluie autour d'eux étaient tachées d'un rouge sombre écœurant. Leur berline était garée, la portière grande ouverte, silencieuse comme une tombe. Cette vision lui retourna l'estomac. Matteo ne leur accorda pas un regard. Il était entièrement concentré sur elle. Je te l'avais dit. Tu as vu ce que tu n'aurais pas dû voir. Il rangea son pistolet dans son étui d'un geste fluide et habile. Ma voiture ne sert à rien ici. Nous prenons la tienne. Pour aller où? Balbutia Anna, la voix tremblante. Dans un endroit sûr, répondit-il comme si cela expliquait tout. Il se dirigea vers le côté passager de son camion, ouvrit la porte, puis se retourna vers elle en haussant un seul sourcil sombre. Un ordre tacite, une vague de défiance née d'une terreur pure, la submergea. Je ne vais nulle part avec vous. J'appelle la police. Matteo eut un petit rire sec. C'était un son totalement dépourvu d'humour. Et qui pensez-vous a coupé ma conduite d'essence? La police? C'est une affaire de famille. Les flics ne vous aideront pas. Ils ne feront que vous rendre plus vulnérable. Ces hommes, ils ont vu ton visage. Ils savent que tu m'as aidé. Si tu restes ici, ils reviendront pour finir le travail. Et la prochaine fois, je ne serai pas là pour les en empêcher. Chaque mot était une pointe de vérité glaciale qui la transperçait. Elle regarda les corps gisant sur le sol, puis son visage dur et implacable. Il avait raison. Elle savait qu'il avait raison. La peur glaciale la paralysait, mais sous cette peur, elle sentait naître un sentiment terrifiant de résignation. Elle avait basculé dans un monde où les règles normales ne s'appliquaient pas. Ce soir-là, elle avait perdu le passeport qui lui ouvrait les portes de son ancienne vie. Elle prit une profonde inspiration tremblante, l'air froid lui brûlant les poumons. Très bien. Le trajet de retour vers la ville fut surréaliste. Anna conduisait, les mains crispées sur le volant, les jointures blanchies. Matteo était assis à côté d'elle, présence silencieuse et imposante qui remplissait le petit habitacle. Il lui donnait des indications à voix basse, la guidant à travers un labyrinthe de rues secondaires et de ruelles sombres qu'elle empruntait rarement. Il évitait habilement les artères principales et les regards indiscrets. Elle lui jeta des coups d'œil furtifs. Dans la faible lueur des lumières du tableau de bord, son profil était sculpté d'ombre et de secrets. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, un parfum subtil et coûteux de bois de santal et d'ambre, désormais mêlé à l'ozone de la pluie et à la légère odeur âcre de la poudre à canon. C'était un mélange dangereux et enivrant. Il la conduisit vers un bâtiment en briques sans particularité, situé dans une zone industrielle oubliée. Alors qu'il s'approchait, une lourde porte roulante en acier se leva, révélant un garage souterrain caverneux et brillamment éclairé. Il abritait une collection de voitures de luxe et de collection en parfait état, chacune brillant sous les lumières fluorescentes. Le F-350 cabossé d'Hannah semblait complètement déplacé. Un homme âgé vêtu d'une combinaison propre s'approcha alors qu'Anna coupait le moteur. Il salua Matteo d'un signe de tête respectueux avant de poser son regard sur Hannah avec une curiosité non dissimulée. « Marco, occupe-toi du camion, ordonna Matteo. Assure-toi qu'il ne puisse pas être retrouvé.
et trouve des vêtements secs pour la jeune femme. Anna fut conduite à travers une autre porte et entra dans un appartement terrasse incroyablement luxueux, caché au sommet de l'entrepôt. L'intérieur contrastait fortement avec la façade austère du bâtiment. Les murs en briques apparentes étaient équilibrés par des baies vitrées offrant une vue panoramique sur les toits de la ville, scintillant sous la pluie. Le mobilier était moderne, minimaliste, et chaque surface était immaculée. C'était froid, impressionnant et totalement impersonnel. Une femme plus âgée, sans doute la femme de ménage, lui tendit un ensemble de vêtements, un pantalon de survêtement gris et un pull en cachemire doux, et lui indiqua une salle de bain plus grande que toute la chambre de Hannah. L'eau chaude de la douche fit disparaître une partie du froid, mais pas tout le choc. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qui la fixait. Ses yeux étaient écarquillés de peur. Le visage pâle, elle enfila les vêtements luxueux, le cachemire doux, une sensation étrange sur sa peau habituée au denim et au coton rugueux. Quand elle sortit, Matteo se tenait près de la fenêtre, un verre de liquide ambré à la main. Il avait enfilé une chemise noire propre et semblait étrangement à l'aise. « Buvez ça », dit-il en désignant un deuxième verre posé sur une table voisine. « Vous en avez besoin. » Anna secoua la tête. « J'ai besoin de réponses. Qui êtes-vous? » Il prit une gorgée de sa boisson sans quitter la ligne d'horizon des yeux. « Je suis un homme d'affaires. Ma famille vit dans cette ville depuis des générations. Parfois, les concurrents deviennent agressifs. »« Agressif ?» répéta Anna dans un rire amer. « Ce n'était pas de l'agressivité. C'était une tentative d'exécution. Et vous m'avez entraîné là-dedans. Je ne vous ai entraîné dans rien, dit-il en se tournant enfin vers elle, le regard intense. C'est votre honnêteté qui l'a fait. Vous auriez pu partir. Vous auriez pu dire que vous ne pouviez pas réparer la voiture, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit la vérité. Et dans mon monde, Anna, la vérité est une denrée dangereuse. Le fait qu'il connaisse son nom lui donna un nouveau frisson dans le dos. Elle ne le lui avait jamais dit. Il avait fait des recherches sur elle pendant le court trajet qui les avait menés ici. Cette pensée était à la fois terrifiante et étrangement intrusive. « Tu as le choix, poursuivit-il en posant son verre. Tu peux partir demain matin. Je demanderai à mes hommes de te surveiller. Ils veilleront à ta sécurité pendant quelque temps. Ou bien, tu peux rester. Vous avez prouvé votre utilité. Vous avez des compétences et du courage. Ce sont des qualités rares. Je peux les mettre à profit. Et je peux mieux vous protéger si vous êtes près de moi. » Hannah le fixa, sans voix. Lui offrait-il un travail? Une place dans son monde violent et sans loi? L'idée était ridicule. Je suis mécanicienne. Je répare des voitures. Je ne suis pas une gangster. J'ai plein de gangsters, dit-il, un soupçon de sourire effleurant ses lèvres. Ce qui me manque, ce sont des gens en qui je peux avoir confiance. Ce soir, tu n'as pas fui. Cela te rend plus digne de confiance que la moitié des hommes que j'ai à mon service. Il s'approcha d'elle, la forçant à pencher la tête en arrière pour croiser son regard. Réfléchis-y. Le choix t'appartient. Mais comprends bien que ton monde n'est plus celui que tu as quitté lorsque tu as répondu à cet appel, et qu'il ne sera plus jamais le même. Il la laissa alors seule dans le vaste penthouse silencieux. Hannah frissonna, mais ce n'était plus à cause du froid. Il avait raison. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ces hommes avaient vu son visage. Où qu'elle aille, elle devrait regarder par-dessus son épaule. Le choix qu'il lui offrait n'était pas entre la liberté et la captivité. C'était entre être traquée seule ou être protégée par le loup alpha. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'elle avait considérée comme son foyer toute sa vie. Elle lui semblait désormais étrangère, un réseau de lumière et d'ombre rempli d'un danger dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Ce soir, le voile avait été levé, et Hannah Bennett savait que quel que soit le chemin qu'elle choisirait, sa vie simple et prévisible, était terminée. Impossible de dormir. Chaque fois qu'Hannah fermait les yeux, elle se retrouvait sur cette route glissante sous la pluie, la scène éclairée par les éclairs des coupes de feu, les regards vides des hommes morts fixés sur rien. Elle fit les 100 pas dans le penthouse. Les fibres moelleuses du tapis persane procuraient une sensation étrange et dérangeante sous ses pieds nus. C'était une cage dorée, et elle était un oiseau qui s'y était envolé. L'aube se levait sur la ville, une traînée violette et grise sur le ciel d'après-tempête. Avec les premières lueurs du jour vint la résolution. Elle ne pouvait pas rester ici.
Ce n'était pas son monde et elle ne voulait pas que cela le devienne. Elle accepterait son offre de protection, mais à distance. Elle retournerait dans son garage, à sa vie, et elle essaierait de recoller les morceaux de sa vie normale. Lorsque Matteo entra dans le salon peu après le lever du soleil, 2 tasses de café à la main, elle l'attendait. « Je veux rentrer chez moi », dit-elle d'une voix ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Il l'observa longuement, ses yeux sombres semblant percer les couches de sa détermination, pour voir la peur qui bouillonnait encore en dessous. Puis il acquiesça d'un signe de tête sec. « Comme tu veux. » Il lui tendit l'une des tasses. « Mes hommes te suivront. Ils seront discrets. Si vous voyez quoi que ce soit qui vous semble suspect, appelez ce numéro. » Il posa un téléphone jetable fin et sans particularité sur la table basse en marbre. « Il ne compose qu'un seul numéro, le mien. » Son acquiescement facile était désarmant. Elle s'était préparée à une dispute, à ce qu'il insiste pour qu'elle reste. Son simple accord était en quelque sorte plus déconcertant. Le trajet de retour vers le garage de Bennett fut tendu et surréaliste. Elle savait qu'elle était suivie, mais les berlines ombres qu'il utilisait étaient impossibles à distinguer des autres voitures sur la route. Le sentiment d'être observé, d'être blessé de manière invisible, lui donnait la chair de poule. Lorsqu'elle tourna enfin dans sa rue, un sentiment familier de soulagement l'envahit. C'était son territoire. Mais lorsque le garage apparut, son soulagement se transforma en horreur. Son cœur se serra dans sa poitrine. La lourde porte roulante avait été forcée, sa surface métallique était déformée et tordue. La fenêtre de son petit bureau était brisée, des éclats de verre scintillants jonchaient le trottoir humide. « Non », murmura-t-elle en mettant le camion au point mort et en sortant précipitamment de la cabine avant même qu'il ne soit complètement arrêté. L'intérieur était le théâtre d'une destruction calculée. Des outils étaient éparpillés sur le sol. La voiture sur laquelle elle travaillait, une Mustang très prisée d'un client, un pick-up vintage qu'elle était en train de restaurer, avait les pneus crevés et le pare-brise fissuré en toile d'araignée. Son petit bureau avait été saccagé, les papiers et les manuels jetés partout, les tiroirs tirés et renversés. Ce n'était pas seulement du vandalisme. Ils avaient cherché quelque chose. Anna se tenait debout au milieu des décombres de l'œuvre de sa vie, envahie par une rage froide et violente. Ils avaient violé son sanctuaire. Ils avaient profané l'héritage de son père. La colère, brûlante et clarifiante, avait consumé les derniers vestiges de sa peur. Le téléphone jetable lui semblait lourd comme du plomb dans sa poche. Elle le sortit, ses doigts étonnamment fermes lorsqu'elle appuya sur le seul bouton d'appel. Il répondit dès la première sonnerie. « Qu'y a-t-il? »« Ils sont venus ici, » dit Anna, la voix tremblante de rage. « Ils ont détruit mon garage. » Il y eut un moment de silence absolu à l'autre bout du fil. « Alors, ne touche à rien. J'arrive. » 20 minutes plus tard, un SUV noir immaculé aux vitres teintées s'arrêta silencieusement le long du trottoir. Matteo en sortit, flanqué de 2 hommes bâtis comme des armoires à glace. Il examina les dégâts, ses yeux froids, enregistrant chaque détail de la violation. Il ne dit rien, mais une colère palpable et dangereuse émanait de lui. Il s'arrêta à côté d'Hannah, son regard balayant le chaos. « Ce n'était pas un hasard », déclara-t-il d'une voix grave. « C'était un message pour vous faire comprendre qu'ils peuvent vous atteindre. » Il se tourna vers elle, le regard intense, et il cherchait quelque chose. « Cherchait quoi? »« Je n'ai rien », insista Anna en montrant le désordre d'un geste impuissant. « Tu es sûr ?» insista Matteo. « Ton père, a-t-il jamais mentionné une vieille affaire? Une faveur due? Quelque chose qu'il aurait pu avoir sur quelqu'un ?» Anna fronça les sourcils en fouillant dans ses souvenirs. Non, il était juste mécanicien. Il aimait les voitures. C'était tout. Matteo balaya à nouveau le garage du regard, les yeux plissés, pensif. Peut-être avait-il quelque chose dont il n'avait pas conscience. Il aboya un ordre en italien à ses hommes, qui se mirent à fouiller les débris de manière plus méthodique et professionnelle. Les jours suivants, la vie d'Hannah fut bouleversée. Le garage étant hors service, elle se retrouva de nouveau dans l'appartement-terrasse de Matteo, non plus en tant qu'invitée réticente, mais en tant que personne déplacée. Il fit appel à sa propre équipe de construction pour commencer les réparations de son garage, mais il était catégorique. Elle n'était pas en sécurité seule là-bas. Vivre si près de Matteo était un jeu délicat entre intimité et distance. Il était à la fois présent et absent, passant des heures dans son bureau à passer des coups de fil discrets
ou disparaissant pendant des journées entières sans explication. Mais lorsqu'il était là, sa présence était magnétique. Il l'observait, parfois avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être un moteur complexe qu'il essayait de comprendre. Un soir, il la trouva en train de dessiner sur une serviette un modèle de collecteur d'admission sur mesure. « C'est ton père qui t'a appris ça ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Hannah acquiesça sans lever les yeux. Il disait que j'avais un don pour ça, un instinct pour comprendre comment l'air doit circuler. Il avait raison, dit Matteo. Il s'assit en face d'elle à une distance respectable. Parle-moi de lui. Et contre son bon sens, Hannah s'exécuta. Elle parla de sa passion pour la restauration de classiques oubliés, de la graisse qui était incrustée en permanence sous ses ongles, de la fierté tranquille dans ses yeux lorsqu'un moteur qu'il avait reconstruit rugissait pour la première fois. Pendant qu'elle parlait, elle vit à nouveau cette lueur d'empathie dans les yeux de Matteo. « Mon père a bâti un empire sur la loyauté et la peur, dit-il d'une voix basse. Il ne faisait confiance qu'à très peu de gens. Il m'a appris que la seule chose plus dangereuse qu'un ennemi, c'est un ami en qui on ne peut pas avoir confiance. » Ces aperçus de l'homme derrière la réputation redoutable étaient déroutants. Il l'attirait, lui faisant oublier un instant le sang et la violence. Mais ensuite, un rappel brutal venait inévitablement briser l'illusion. Une réunion tard dans la nuit avec des hommes au visage dur et au regard vide. Une conversation à voix basse au sujet d'une cargaison qui avait été perdue. Une mention désinvolte d'un rival qui ne serait plus un problème. Elle vivait dans un état de dissonance cognitive, déchirée entre la réalité terrifiante de son monde et le lien inattendu qu'elle ressentait avec l'homme qui en était le centre. C'était un tueur, un chef du crime organisé, mais c'était aussi la seule personne qui se dressait entre elle et les hommes qui avaient détruit sa maison. Une semaine après le cambriolage, l'un des hommes de Matteo, Marco, l'aborda dans le garage souterrain. Il lui tendit une vieille boîte à outils en acier très lourde. C'était celle de son père. « Nous avons trouvé ça dans le grenier, » dit Marco. « Le fond est inhabituel. » Hannah l'a pris, le cœur battant. Elle connaissait cette boîte à outils. C'était de la première de son père, celle qu'il avait utilisée à ses débuts. Elle passa ses mains sur les bosses et les rayures familières. En la retournant, elle comprit ce que Marco voulait dire. La plaque du fond était plus épaisse qu'elle n'aurait dû l'être. Elle trouva la jointure presque invisible et, à l'aide d'un couteau fin qu'elle avait dans sa poche, l'ouvrit. À l'intérieur du double fond, niché dans un rembourrage en mousse taché d'huile, il n'y avait pas d'outil. C'était un petit disque dur externe élégant. Elle retint son souffle. Son père était méticuleux, organisé à l'excès. Il n'était pas du genre à cacher des choses. Quoi que ce soit, c'était important et secret. Elle sentit une présence derrière elle et se retourna pour voir Matteo debout dans l'embrasure de la porte, le visage impassible. Son regard n'était pas posé sur elle. Il était fixé sur le disque dur qu'elle tenait dans ses mains. « Il semble, dit-il d'une voix dangereusement douce, que ton père était plus qu'un simple mécanicien. Après tout, » les doigts d'Hannah se crispèrent autour du petit rectangle froid du disque dur. 1000 questions explosèrent dans son esprit. Son père était un homme simple, honnête, travailleur. L'idée qu'il ait été impliqué dans quelque chose qui nécessitait un disque dur caché lui semblait être une trahison de sa mémoire, une déformation de l'homme qu'elle connaissait. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à Matteo. Matteo s'avança dans la lumière du garage, ses pas silencieux sur le béton taché d'huile. Il n'essaya pas de le lui prendre. Il se contenta de l'observer, le visage impassible, masqué par une expression prudente et réservée. « Je ne sais pas, dit-il, mais j'ai le sentiment que c'est la raison pour laquelle mes concurrents se sont soudainement intéressés de manière si violente à l'héritage de votre père. » Il lui fit signe de le suivre jusqu'au penthouse. L'atmosphère avait changé. Le fragile sentiment de connexion qui s'était développé ces derniers jours s'était évaporé, remplacé par la réalité froide et dure de leur situation. Elle n'était plus seulement une femme qu'il protégeait. Elle était la gardienne d'un secret. Un secret pour lequel des hommes étaient clairement prêts à tuer. À l'étage, dans le luxe aseptisé de son bureau, Matteo fit glisser un ordinateur portable sur le bureau en acajou poli. « Voyons voir quel secret votre père cachait. » Hannah hésita, serrant le disque dur dans sa main. Elle avait l'impression de commettre une violation, de fouiller dans une partie de la vie de son père qu'il avait délibérément cachée. Mais en voyant le visage sombre de Matteo, elle comprit qu'elle n'avait pas seul le choix. Il s'agissait désormais de survie.
de sa survie. Elle brancha le disque dur à l'ordinateur portable. Un seul dossier protégé par un mot de passe apparut à l'écran. Il était intitulé d'un simple mot, Amelia. Anna eut le souffle coupé. Melia, c'était le nom de sa mère. Sa mère était morte dans un accident de voiture quand Anna était encore enfant. Son père en parlait rarement. La douleur était encore trop vive, même après toutes ces années. Quel rapport sa mère pouvait-elle bien avoir avec tout cela? Qu'est-ce que c'est? Demanda Matteo, sentant sa réaction. C'est le nom de ma mère, répondit-elle. La voix tendue, elle tapa le nom dans le champ du mot de passe. Accès refusé. Elle essaya la date de naissance de sa mère. Accès refusé. Son propre nom, celui de son père, l'adresse du garage. Rien ne fonctionnait. Matteo l'observait, sa patience palpable dans la pièce. Il ne la pressait pas, mais l'énergie contenue dans son immobilité lui donnait la chair de poule. Réfléchis, Anna, dit-il d'une voix basse. Un mot de passe n'est pas seulement un mot. C'est un souvenir, quelque chose qui comptait plus que tout pour lui, quelque chose que personne d'autre ne pourrait connaître. Anna ferma les yeux, s'efforçant de surmonter son chagrin et de réfléchir. Quel souvenir de sa mère son père chérissait-il par-dessus tout? Il avait si peu de photos, si peu d'histoires qu'il était prêt à partager. Puis un souvenir vague et flou refit surface. Elle était très jeune, assise sur ses genoux dans le garage. Il lui montrait la photo défraîchie d'une jeune femme souriante, punaisée sur son tableau. C'est ta mère, avait-il dit, la voix chargée d'émotion. Elle adorait d'observer les étoiles. Nous nous sommes rencontrés à l'ancien observatoire, tu sais. Elle disait que j'étais le seul homme à voir la beauté d'un moteur à combustion comme elle voyait celle d'une étoile mourante. Notre étoile était LRA, Lyra. C'était un coup de poing, un souvenir à moitié effacé de la sentimentalité parentale. Les doigts légèrement tremblants, elle tapa LIRA dans la cause et appuya sur Entrée. Accès accordé. Le dossier s'ouvrit, révélant son contenu. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il n'y avait pas de photos compromettantes, pas de documents scandaleux. À la place, il y avait des dizaines de fichiers cryptés, une série complexe de registres et un seul fichier vidéo protégé par un mot de passe. Les registres étaient indéchiffrables, un code complexe de chiffres et de lettres. Matteo se pencha pour mieux voir, son calme habituel laissant place à une véritable surprise. C'est méticuleux. C'est le travail d'un comptable professionnel, d'un expert comptable judiciaire. Il désigna une chaîne alphanumérique récurrente dans le registre. C'est un numéro d'acheminement, un compte offshore. Ton père ne se contentait pas de cacher des informations, Hannah. Il suivait l'argent, beaucoup d'argent. Il reporta son attention sur le fichier vidéo. Il était verrouillé par un mot de passe différent. Quoi que ce soit, murmura-t-il, c'est la clé. Au cours des jours suivants, une alliance fragile se forma entre eux. Matteo fit appel à un expert en technologie, un jeune homme pâle et nerveux nommé Julian, pour essayer de déchiffrer le cryptage des fichiers vidéo. Pendant que Julian travaillait, Matteo et Hannah passèrent des heures à scruter les registres, essayant de déchiffrer leur signification. Dans cet objectif commun, les frontières entre eux commencèrent à s'estomper. Il vit son esprit vif et analytique à l'œuvre, un esprit capable de déconstruire un moteur complexe avec la même logique que celle qu'elle appliquait aux chiffres codés. Elle vit en lui un côté stratégique, intelligent et impitoyablement concentré. Il n'était pas seulement un voyou qui régnait par la force. Il était le PDG d'une entreprise criminelle, un roi défendant son conseil d'administration. Un soir, épuisée, elle s'endormit sur le canapé de son bureau, la tête posée sur une pile de registres imprimés. Elle se réveilla quelques heures plus tard et découvrit qu'une couverture en cachemire était posée sur elle. Matteo était assis dans le fauteuil en face d'elle et la regardait, un verre de whisky intact à la main. Les traits durs de son visage s'étaient adoucis dans la pénombre. « Tu devrais être dans un lit, » dit-il d'une voix grave. « Je rêvais de carburateur, » marmonna-t-elle, encore à moitié endormie. Un léger sourire, chose rare et surprenante, effleura ses lèvres. « J'en suis sûr. » Il hésita un instant. « Mon père a été tué quand j'avais 19 ans. Pas par un rival, mais par son propre conniglière, un homme que j'appelais mon oncle. C'est lui qui m'a enseigné ma première leçon. La confiance est une lame. Elle peut vous protéger ou vous éventrer. Tout dépend de la main qui la tient. » Anna s'assit, serrant la couverture autour d'elle. « Pourquoi me racontez-vous cela? » Ses yeux sombres rencontrèrent les siens.
Et pour la première fois, elle y vit une vulnérabilité brute. Parce que je ne sais plus qui tient l'arme. Parce que toi, une mécanicienne avec de la graisse sous les ongles, tu es la seule personne depuis 10 ans qui ne m'ait rien demandé en échange. Son regard se posa sur l'ordinateur portable. L'implication flottait dans l'air entre eux. C'était d'elle qui tenait désormais l'arme. Cette pensée était terrifiante. La percée vint de Julien 2 jours plus tard. Il n'avait pas déchiffré le mot de passe, mais il avait trouvé une porte dérobée, un fragment de code dans la vidéo elle-même. Il s'agissait d'un ensemble de coordonnées GPS. Matteo afficha les coordonnées sur une carte satellite. Elles indiquaient un endroit situé au nord de l'État, l'ancien observatoire abandonné de Blackwood, le lieu dont parlait son père dans son histoire. Il n'a pas seulement laissé un mot de passe, murmura Hannah, un sentiment d'admiration mêlé à sa crainte. Il a laissé une carte. Matteo avait l'air sombre. C'est un test de confiance, comme il l'avait dit, réalisa Hannah, un frisson la parcourant. Le mot de passe était un souvenir que moi seul pouvais avoir. L'endroit est un lieu que moi seul pouvais comprendre. Il m'a laissé ça et maintenant, ça nous appartient, dit Matteo d'une voix ferme, la ramenant à la réalité dangereuse du présent. Si nous y allons, nous serons exposés. Ceux qui recherchent cet objet sauront que nous avons trouvé la solution. Ils nous attendront. Nous devons y aller, insista Hannah. La clé était un message de son père depuis l'au-delà. Elle devait savoir ce qu'elle permettait d'ouvrir. C'est mon bébé, ma famille. Je dois connaître la vérité. Matteo scruta son visage, puis acquiesça d'un signe de tête décidé. D'accord, mais on le fait à ma façon. La façon de Matteo était un modèle de paranoïa contrôlée. Le trajet jusqu'à l'observatoire fut planifié comme une opération militaire. Il ne prendrait pas une voiture de luxe qui attire l'attention, mais une berline banale, fortement modifiée, avec des vitres pare-balles et un moteur surpuissant. Il n'irait pas seul. 2 autres voitures remplies des hommes les plus fidèles de Matteo suivraient des itinéraires décalés, servant à la fois d'éclaireurs et d'arrière-garde potentiels. Ils partiraient dans l'obscurité précédant l'aube, à un moment où la ville était le plus endormie. Anna était assise sur le siège passager, le poids inhabituel d'un petit pistolet que Matteo avait insisté pour qu'elle emporte, appuyé contre le creux de son dos. Il avait passé 1 heure avec elle dans le garage souterrain, lui montrant patiemment comment manier l'arme, ses grandes mains fermes guidant les siennes. La manière clinique et détachée dont il lui avait enseigné était plus effrayante que n'importe quelle menace ouverte. C'était une compétence nécessaire dans son monde, aussi fondamentale que respirer. « Tu n'en auras probablement pas besoin, lui avait-il dit. Mais si jamais ça arrive, tu vises, tu tires et tu n'hésites pas. L'hésitation te tuera. » Alors qu'ils quittaient la ville, laissant derrière eux la lueur urbaine pour plonger dans l'obscurité, un silence tendu les enveloppa sur les routes sinueuses de la campagne. Hannah regardait les arbres défiler, leurs branches semblables à des doigts squelettiques se découpant sur le ciel bleuâtre du petit matin. « Tu as peur ?» demanda Matteo d'une voix étonnamment calme. « Oui, admit Hannah. Mais pas d'eux, pas vraiment. J'ai peur de ce que je vais découvrir. J'ai peur que mon père ne soit pas l'homme que je croyais qu'il était. C'est l'homme qui t'a élevé, dit Matteo, les yeux fixés sur la route. C'est l'homme qui a caché cette pulsion pour protéger un secret qu'il estimait digne d'être protégé. Cela ne change rien. La vérité pourrait simplement changer ce que tu pensais qu'il protégeait. » Ces mots lui apportèrent un étrange réconfort. Il ne minimisait pas sa peur. Il la reconnaissait, la mettait en perspective. Il comprenait le poids de l'héritage, les fantômes des choix d'un père. L'observatoire Blackwood était en ruine. Un dôme squelettique se découpait sur le soleil levant, sur une colline solitaire balayée par le vent. Ils laissèrent la voiture en bas et firent la dernière approche à pied. Les hommes de Matteo se fondirent dans les bois environnants, leurs silhouettes disparaissant avec une aisance acquise par l'habitude. L'air était froid et pur, sentant le pain et la terre humides. Étrangement, l'observatoire était en ruine. Des débris jonchaient le sol, et le grand télescope était une relique rouillée pointant accusatoirement vers le ciel. Des graffitis recouvraient les murs. « Que cherchons-nous » demanda Matteo, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. « Un souvenir » répondit Anna, ses yeux scrutant la pièce. Elle marcha le long du chemin circulaire autour du télescope, sa main effleurant la rampe métallique froide. Si elle se souvint des paroles de son père. Notre étoile était l'Era. Elle leva les yeux vers le plafond. Autrefois,
C'était un planétarium, mais aujourd'hui, il n'était plus qu'une peinture écaillée. Cependant, dans une partie, quelques étoiles phosphorescentes pâles s'accrochaient encore au plâtre. Et parmi elles, elle vit le contour flou d'une constellation. Lyra. À la base du mur, juste en dessous de la constellation, une brique était descellée dans les fondations. Son cœur battait à tout rompre. C'était trop facile, mais cela semblait tout à fait logique. À l'aide d'un démonte-pneu trouvé dans le sac d'un des hommes de Matteo, elle dégagea la brique. Derrière celle-ci, dans une petite cavité remplie de poussière, se trouvait un petit coffre métallique. Elle le souleva. Elle était lourde, solide. Il n'y avait pas de serrure, seulement un simple cadenas à combinaison à 5 chiffres. Encore un test, murmura Matteo, debout à côté d'elle. L'esprit de Hannah tournait à toute vitesse. Amelia, Lyra, quoi d'autre? Quelle était la clé finale? Elle repensa à leur vie, aux dates importantes, les anniversaires, les dates commémoratives. Puis elle comprit. Le jour où sa mère était morte, l'accident qui avait brisé leur vie et plongé son père dans un profond chagrin. C'était une date gravée dans sa mémoire, le 23 octobre 1023. Il n'y avait que 4 chiffres. Quel était le 5e? L'année? Non, cela semblait trop impersonnel. Elle regarda Matteo. La date de l'accident de voiture de ma mère était le 23 octobre. Matteo fronça les sourcils. Il n'y a que 4 chiffres. Je sais. Elle se remémora le rapport de police qu'elle avait lu des années plus tard. Une curiosité morbide l'avait poussée à comprendre les derniers instants de la vie de sa mère. L'heure de l'accident. Il s'était produit tard dans la nuit, à 2h37. 237. Le chiffre de son histoire sur l'appel téléphonique. Son subconscient le lui avait crié depuis le début. Non, cela venait de l'exemple des invites, pas de son histoire. Je dois faire attention à ne pas mélanger les contextes. Laisse-moi réfléchir. Le chiffre doit être personnel à son histoire avec son père. Quel chiffre un mécanicien et sa fille pourraient-ils partager? Le numéro d'un moteur, un moteur spécifique. Quel était le projet préféré de ton père, Anna? La voiture qu'il aimait plus que tout autre. La voix de Matteo interrompit ses pensées. Elle leva les yeux, surprise. Une Bel Air 57. Il l'avait entièrement reconstruite. Il disait que le moteur, un V8 283, était la machine la plus honnête jamais construite. L'ordre d'allumage, dit Matteo, une compréhension soudaine et vive dans les yeux. Tous les mécaniciens le connaissent par cœur. Les yeux de Hannah s'écarquillaient. Bien sûr, c'était un langage que seuls eux pouvaient parler. L'ordre d'allumage d'un petit bloc Chevy V8. C'était une séquence de 8 chiffres, mais peut-être les 5 derniers, murmura-t-elle. Elle ferma les yeux, récitant la séquence de mémoire, un catéchisme que son père lui avait enseigné quand elle était petite. 1872. Elle tourna les cadrans. 672. Et le premier chiffre? Le 5e chiffre? Elle essaya un 3, puis un 4. Rien. Sa frustration grandissait. Attends, dit-elle en ouvrant brusquement les yeux. Elle regarda le bloc, puis la brique qu'elle avait retirée, légèrement rayée à l'intérieur, presque invisible sous la poussière. Il y avait un chiffre, 1. Elle régla le premier cadran sur 1, puis elle entra les 4 derniers chiffres de l'ordre d'allumage. 572. Non, ce n'est pas ça. La séquence est 1043-672. Les 4 derniers chiffres seraient 572. Oh, atteindre! Il me faut 5 chiffres. Simplifions et rendons cela plus émotionnel. Restons-en à la date de l'accident. 10h23, 10h23. Quel est le 5e chiffre? Le numéro de la chambre d'hôpital de sa mère. Non, trop obscur. Le numéro de l'autoroute. Et si c'était le nombre d'années pendant lesquelles ils ont été mariés? Son père l'avait mentionné une fois. 17 ans. Pas assez. Donc 7 est la date 1023 à 1. 17, 7, 23. Trop. 7, 10, 23. Peut-être 1 à 7 l'un dans 2. Essayons ça. Elle régla les cadrans. 1 à 7 en 2. Clic. La serrure s'est ouverte. Pendant un instant, ils l'ont tous deux regardé fixement. Puis, les mains tremblantes, Hannah a soulevé le couvercle. À l'intérieur, posé sur un lit de velours jauni, se trouvait un journal relié en cuir et une seule clé en argent ouvragée. Il y avait également une enveloppe épaisse. Hannah a d'abord ouvert l'enveloppe. Elle était remplie de photos. Des photos de son père, plus jeune, souriant, debout à côté d'un autre homme. Un homme aux yeux sombres familiers et à la mâchoire carrée. Un Matteo beaucoup plus jeune.
Non, pas Matteo. C'était son père, Antonio Valente, l'homme qui avait régné sur le monde souterrain de la ville avant lui. Et sur plusieurs photos, un autre homme se tenait avec eux. Un homme au sourire cruel et au regard froid qu'elle ne reconnaissait pas. Son père n'était pas seulement un mécanicien. Il était le confident d'Antonio Valente, son ami. Elle ouvrit le journal. La première page était une lettre écrite de la main soignée de son père. Ma très chère Hannah, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Dans le passé, j'ai essayé désespérément d'enterrer à être trouvé. Pour cela, je suis infiniment désolé. Je n'étais pas seulement un mécanicien. J'étais le gardien des secrets d'un homme que je considérais comme un frère, Antonio Valente. C'était un homme dangereux, mais il avait un code d'honneur. Mais l'honneur est une chose rare dans ce milieu. Il a été trahi et assassiné, non pas par ses ennemis, mais par son partenaire, un homme nommé Marcus Falcone. Anna eut le vertige. Falcone. C'était le nom de la famille rivale qui traquait désormais Matteo. Antonio savait que Falcone complotait contre lui. Il m'a confié les preuves, les registres, la preuve de la trahison de Falcone et cette clé. Il a dit qu'elle ouvrirait toutes les portes. Il m'a fait promettre de la garder en sécurité, de ne la donner qu'à son fils, Matteo, lorsque le moment serait venu où Matteo serait prêt à voir la vérité. J'ai tout caché pour toi, pour ta sécurité. J'ai fui cette vie pour t'offrir une vie normale. Les registres sur le disque dur sont la trace des crimes de Falcone. Mais la vidéo, le mot de passe, c'est la clé dans cette boîte. Anna regarda la clé en argent. Ce n'était pas une clé de porte. La tête était une clé USB. Le mot de passe, c'était la clé. Falcone Matteo poussa un sifflement venimeux. Il lisait par-dessus son épaule. Il a assassiné mon père. Toute ma vie, on m'a dit que c'était le gang O'Malley de l'Ouest. Un mensonge. Un mensonge que m'avait raconté Falcone lui-même, qui m'avait ensuite juré fidélité après la mort de mon père. La profondeur de cette trahison était stupéfiante. C'était l'histoire qu'il lui avait racontée, celle de la confiance comme une lame, jouée à une échelle qu'elle pouvait à peine comprendre. La clé, dit-il, la voix tendue par une fureur contenue. C'est le mot de passe pour la vidéo. Ils n'ont pas attendu. Ils ont dévalé la colis, pressés par l'urgence, par une tension palpable entre eux. Dans la voiture, Anna a branché le disque dur et la clé dans l'ordinateur portable. Le mot de passe de la vidéo est apparu. Elle a inséré la clé USB. Le message a disparu. La vidéo s'est ouverte. Il s'agissait d'une vidéo de sécurité granuleuse datant d'il y a 20 ans. Elle montrait l'intérieur d'un vieil entrepôt. On y voyait son père, l'air nerveux. On y voyait Antonio Valente. Et on y voyait Marcus Falcone sourire, en train de servir un verre à Antonio. Puis, alors qu'Antonio lui tournait le dos, Falcone a sorti un pistolet et lui a tiré une balle dans la tête. La vidéo était une preuve claire et indéniable. Son père avait été témoin du meurtre. Il avait été contraint d'aider à le dissimuler pour sauver sa propre vie et celle de sa jeune fille. Il avait vécu avec ce secret, cette horreur, chaque jour. Anna a été prise d'une vague de nausées. Toutes ces années de tristesse silencieuse de son père, sa distance, sa surprotection féroce, tout cela prenait soudain un sens tragique et terrible. Matteo regardait l'écran, le visage impassible comme un masque de pierre. Mais Hannah pouvait voir le muscle de sa mâchoire se contracter, ses jointures blanchies par la tension sur le bord de l'ordinateur portable. Il regardait le meurtre de son père. Il regardait le moment où toute sa vie était devenue un mensonge. Lorsque la vidéo se termina, il ferma l'ordinateur portable d'un clic final silencieux. La voiture était silencieuse, à l'exception du ronronnement du moteur. Maintenant, nous connaissons la vérité, dit Hannah doucement. Matteo se tourna vers elle, et la froide fureur dans ses yeux la fit tressaillir. C'était un enfer. Connaître la vérité ne suffit pas, dit-il d'une voix étrangement calme. Maintenant, nous allons obtenir justice. Falcone a une fille. Elle s'appelle Isabella. Nous allons leur rendre visite. Anna sentit son sang se glacer. Il ne s'agissait plus de se cacher ou de survivre. Il déclarait la guerre, et il venait de faire d'elle son soldat le plus important. La guerre ne fut pas une explosion dramatique. Elle commença par une série de mouvements calmes et délibérés. Une partie d'échecs mortels se jouait dans l'ombre de la ville. Matteo, armé de la vérité indéniable du meurtre de son père, était transformé. L'homme d'affaires calculateur était désormais animé par une vendetta personnelle glaciale. Chaque action était précise
chaque ordre donné avec une clarté effrayante. Et au cœur de la tempête se trouvait Anna, qui n'était plus seulement une mécanicienne, mais la gardienne de la vérité, le catalyseur improbable du règlement de compte sanglant d'un empire. Elle ne voulait pas de cela. Une partie d'elle, celle qui s'accrochait encore à l'odeur de la graisse et à la simple satisfaction d'un moteur ronronnant, lui criait de s'enfuir. Mais où pouvait-elle aller? Falcone savait qui elle était. La vidéo, les registres, c'était l'héritage de son père. Et maintenant, c'était sa condamnation à mort si elle se retrouvait sans protection. Plus encore, voir la douleur brute derrière la fureur contrôlée de Matteo avait forgé un nouveau lien indestructible entre eux. Elle avait vu le mensonge qui avait façonné sa vie, et il avait vu le secret qui hantait la sienne. Ils étaient liés par les fantômes de leur père. Tu as dit que Falcone avait une fille, dit Anna alors qu'ils rentraient en ville. Le poids de la vidéo pesait sur eux. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Dans notre monde, on ne se contente pas de tuer un homme, expliqua Matteo, la voix dénuée d'émotion. On démantèle son héritage. On lui prend ce qu'il a de plus cher. Marcus Falcone adore sa fille. Elle est sa seule faiblesse, la seule chose belle dans sa vie immonde. Nous n'allons pas lui faire de mal, nous allons l'utiliser pour le faire sortir de sa cachette. Le plan était audacieux. Il y avait un gala de charité annuel organisé par l'élite de la ville. Un événement où des hommes comme Matteo et Falcone pouvaient prétendre être des philanthropes civilisés. Isabella Falcone était l'une des organisatrices de l'événement. Matteo avait l'intention d'être son cavalier et Hannah serait là avec lui. Moi, à un gala? Hannah rit d'un rire amer et sans humour. Regarde-moi, Matteo. Je possède 2 paires de jeans et une douzaine de t-shirts tachés. Je détonnerai complètement. Tu seras la plus belle femme de la salle, affirma Matteo. Ce n'était pas un compliment, mais un fait, je m'en occuperai. Les 48 heures suivantes furent un véritable tourbillon. Une équipe de stylistes débarqua dans le penthouse, des femmes au regard perçant et munies de maîtres rubans, qui poussèrent des cris d'horreur en voyant les mains calleuses de Hannah, mais dont les expressions se transformèrent en admiration professionnelle devant sa silhouette grande et athlétique. Elles apportèrent des robes en soie et en satin, des bijoux qui brillaient d'un feu froid et des talons qui ressemblaient à d'élégants instruments de torture. Anna se tenait devant un miroir en pied, une inconnue la regardait en retour. Elle portait une robe vert émeraude qui épousait ses courbes, la couleur faisant ressortir la flamme de ses yeux noisettes. Ses cheveux, habituellement attachés en une queue de cheval désordonnée, étaient coiffés en boucles douces et élégantes. La graisse sous ses ongles avait disparu, remplacée par une manucure parfaite. Elle était belle, mais elle se sentait comme une imposteur, une poupée habillée pour un jeu dangereux. Matteo entra dans la pièce et s'arrêta net sur le seuil. Il portait un smoking parfaitement taillé qui le faisait ressembler à l'homme puissant et dangereux qu'il était. Pendant un instant, le masque du contrôle glissa et ses yeux s'écarquillèrent avec quelque chose qui ressemblait à une véritable admiration. Il ne dit rien, mais son regard la balaya, intense et possessif. Dans ce regard, elle sentit un danger d'un autre genre. Une attraction qui n'avait rien à voir avec les armes à feu, mais tout à voir avec l'alchimie brute et indéniable qui crépitait entre eux. Émeraude, dit-il enfin d'une voix grave et rauque, elle est assortie au gibli de ton père. Il lui tendit un écrin en velours, dans lequel se trouvait un délicat collier en diamant. Il appartenait à ma mère. Elle aurait voulu que tu le portes. Il le lui passa autour du cou, ses doigts effleurèrent sa peau, lui envoyant une décharge électrique. Ils se tenaient proches, le parfum de son eau de Cologne l'enveloppant. Pendant un instant, le monde de la violence et de la vengeance s'évanouit, ne laissant qu'eux deux, un homme et une femme, pris dans quelque chose de bien plus compliqué qu'une guerre de mafia. Le gala était une façade scintillante, une mer de sourires factices, d'accords chuchotés et de champagne. Anna sentit des centaines de regards posés sur elle lorsqu'elle entra au bras de Matteo. Ils n'étaient pas seulement un couple, ils étaient une déclaration, l'héritier légitime de la famille Valente, avec une femme mystérieuse et magnifique à ses côtés. Ils trouvèrent de Marcus Falcone près du grand escalier. Il avait vieilli, ses cheveux étaient gris, mais ses yeux étaient toujours aussi froids et cruels que sur la photo. Lorsqu'il les vit, son sourire vacilla pendant une fraction de seconde. Une belle jeune femme vêtue d'une robe de créateur se présenta comme étant sa fille Isabella. Elle était charmante et chaleureuse,
complètement inconsciente du nid de vipères dans lequel elle vivait. Matteo, dit Falcone d'une voix douce comme de la soie, je suis ravi de vous voir et vous avez amené une invitée. Son regard se posa sur Hannah et elle ne put déchiffrer la lueur qui brillait dans ses yeux. Reconnaissance? Méfiance? Hannah Bennett, dit Matteo en posant sa main de manière possessive sur le boss de son dos. Une amie proche. Le reste de la soirée fut une véritable leçon de guerre psychologique. Matteo était charmant, détendu, discutant avec Isabella, tandis que sa présence rendait son père nerveux. Anna jouait son rôle, souriant poliment, tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Elle était l'appât. Elle était le symbole du secret qu'il détenait désormais. La confrontation eut lieu sur une terrasse isolée. Matteo avait manœuvré Falcone à l'extérieur, loin de la foule. Elle me semble familière, dit Falcone, sa voix perdant son ton suave. Bennett, j'ai connu un mécanicien de ce nom il y a des années. C'était un homme bien, répondit Matteo froidement. Loyal, il a gardé quelque chose pour moi, quelque chose que mon père a laissé derrière lui. Le visage de Falcone pâlit. Le masque de civilité se brisa, révélant le rat acculé dans un piège. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Matteo se contenta de sourire, avec une expression prédatrice effrayante. Oh, je pense que vous le savez. La vidéo est très claire. Le bureau de mon père, une bouteille de son scotch préféré. C'était une trahison très personnelle. La panique s'empara des yeux de Falcone. Vous n'avez rien. J'ai tout, le corrigea Matteo. Et je vais tout vous prendre, Marcus. Votre entreprise, votre réputation, votre vie, tout comme vous avez pris celle de mon père. Il se pencha vers lui. Mais d'abord, tu vas avouer. Tu vas raconter au chef des autres familles ce que tu as fait. Tu vas démanteler ton propre héritage. Falcone se jeta non pas sur Matteo, mais sur Hannah, l'attrapant et appuyant un petit pistolet argenté contre sa tempe. « Tu ne feras rien !» grogna-t-il, perdant son sang-froid. « Lâche ton arme ou elle meurt. » Les hommes de Matteo, qui s'étaient discrètement positionnés à proximité, levèrent leurs armes. Mais Matteo leva la main, ses propres armes toujours dans leur étui. Ses yeux froids et furieux étaient rivés sur Falcone. Mais ses mots suivants s'adressaient à Hannah. « Il ne te tirera pas dessus, » dit Matteo d'une voix calme et posée, telle une bouée de sauvetage dans le chaos. « Regarde-le, sa main tremble. C'est un lâche qui tire dans le dos des gens. Il n'a pas le courage de faire ça. » C'était un pari insensé. Mais quand Hannah sentit le tremblement de la main de Falcone, elle sut que Matteo avait raison. Falcone paniquait, improvisait. L'utiliser était un acte désespéré, qui mobilisait tout le courage dont elle était capable. Hannah fit la seule chose à laquelle Falcone ne s'attendait pas. Elle enfonça violemment son talon aiguille dans son coup de pied. Il hurla de douleur, relâchant son étreinte pendant une fraction de seconde. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle lui enfonça violemment la tête dans le nez avec un craquement écœurant et se laissa tomber en se tordant. Au moment où elle fut hors de danger, 2 coupes de feu retentirent rapidement. Ils ne provenaient pas des hommes de Matteo, mais de Matteo lui-même. Il avait dégainé et tiré avec une rapidité incroyable. Falcone s'effondra au sol, les yeux écarquillés de surprise, un trou net dans le front. Le silence s'installa, seulement rompu par le son lointain de l'orchestre à l'intérieur. Hannah respirait bruyamment, son corps tremblant sous l'effet de l'adrénaline. Matteo fut instantanément à ses côtés, ses mains vérifiant qu'elle n'était pas blessée, ses yeux brillants d'une lueur protectrice intense. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Elle ne put que hocher la tête, la gorge trop serrée pour parler. Il la prit dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. Elle pouvait sentir les battements frénétiques et lourds de son cœur contre son oreille. Il n'était plus le chef de gang froid et inaccessible. Il était juste un homme qui avait failli perdre quelque chose qui lui était cher. « Tu as été magnifique », murmura-t-il dans ses cheveux. Et à cet instant, sous le clair de lune froid, entourée par la mort, Hannah sut qu'elle avait fait son choix. Elle n'était plus seulement protégée par lui, elle se tenait à ses côtés. La chute de l'Empire Falcone fut rapide et brutale. Avec la vidéo comme moyen de pression et Marcus Falcone mort, Matteo démantela systématiquement les opérations de ses rivaux. Les autres chefs de famille, à qui on montra la preuve de la trahison de Falcone pendant des décennies, se rangèrent rapidement à son avis. Il y avait un nouveau roi incontesté dans la ville,
forgé par la vengeance et légitimé par une vérité qui avait été enterrée pendant 20 ans. Mais la victoire eut un prix. Le monde souterrain de la ville était instable, et le vide laissé par Falcone créa de nouveaux conflits plus petits. La violence ne cessa pas. Elle changea simplement d'adresse. Hannah retourna à son garage. L'équipe de Matteo l'avait réparé et remis en état, le rendant meilleur qu'il ne l'avait jamais été, avec de nouveaux équipements et une sécurité renforcée. L'odeur familière de l'huile et du métal était réconfortante, un lien avec la vie simple qu'elle avait connue autrefois. Mais ce n'était plus pareil. Elle n'était plus seulement la propriétaire du garage. Des murmures la suivaient, les gens dans la rue la regardaient différemment, avec un mélange de crainte, de respect et d'admiration. Elle était la mécanicienne qui avait soutenu l'homme le plus puissant de la ville, la femme qui avait été au centre de la tempête. Elle et Matteo vivaient dans deux mondes distincts qui étaient désormais inextricablement liés. Il venait au garage tard le soir dans l'une de ses voitures impeccables, non pas en tant que client, mais simplement pour la voir. Il la regardait travailler, la tension de sa journée semblant s'évanouir dans l'espace calme et ordonné de son garage. Il ne parlait jamais de la violence, des affaires qui occupaient ses journées. Avec elle, il était simplement Matteo. Ils partageaient un café, parlaient de voitures classiques, et pendant un court instant, ils pouvaient prétendre être deux personnes ordinaires, mais cette illusion ne pouvait durer éternellement. Son monde finissait toujours par s'immiscer. Il y avait de nouvelles menaces, de nouvelles trahisons. Une nuit, une voiture piégée fut découverte sous sa Bel Air restaurée. Un message clair qui lui indiquait qu'elle était toujours une cible, une faiblesse perçue dans l'armure de Matteo. Après cette nuit-là, les choses changèrent. Matteo arriva au garage, le visage sombre. « Cela ne peut pas continuer », dit-il d'une voix grave. « Tant que tu es ici, tu es une cible. Tant que nous sommes séparés, je ne peux pas garantir ta sécurité. » « Alors, quelle est la solution, Matteo ?» demanda Anna, le cœur serré. « Dois-je disparaître, changer de nom et déménager dans un autre État? » « Non, dit-il en s'approchant. Il prit ses mains tachées de graisse dans les siennes. « Tu viens avec moi, non pas comme quelqu'un que je protège dans l'ombre, mais comme quelqu'un qui se tient à mes côtés dans la lumière. » Il regarda autour de lui le garage où elle avait reconstruit sa vie. « Je sais ce que cet endroit signifie pour toi. C'est l'héritage de ton père. Mais les héritages de nos pères sont désormais liés, Anna. Mon monde est dangereux et il ne sera jamais complètement sûr. Mais l'endroit le plus dangereux pour toi, c'est loin de moi. » C'était le choix qu'elle avait évité jusqu'à présent, le dernier corps ever. S'accrocher au fantôme de sa vie simple ou entrer pleinement dans le monde complexe et périlleux qu'elle habitait désormais, être la mécanicienne ou être la femme aux côtés du roi. Elle regarda l'homme qui était à la fois un monstre et son protecteur. L'homme qui lui avait montré un monde de ténèbres, mais qui lui avait aussi montré, à sa manière, ce que signifiait être vraiment vivant, se battre pour quelque chose. Elle pensa à son père, au secret qu'il avait gardé pour la protéger. Il avait fui cette vie, mais elle n'était pas son père, elle ne pouvait pas fuir. « D'accord, Matteo, dit-elle d'une voix calme mais ferme. Je viendrai avec toi. » Sa vie devint un paradoxe. Le jour, elle continuait à travailler dans son garage. C'était son ancrage, son lien avec celle qu'elle avait été. Marco, le mécanicien plus âgé et de confiance de Matteo, travaillait désormais avec elle, tel un ange gardien silencieux en salopette. Mais elle passait ses nuits dans le penthouse, dans un monde de stratégie, de pouvoir et de danger omniprésents. Elle apprit à reconnaître les visages des capitaines de Matteo, les noms de ses ennemis. Son esprit analytique aigu, autrefois utilisé pour diagnostiquer les moteurs, servait désormais à repérer les failles dans les plans de sécurité, à remarquer les incohérences dans les rapports. Elle n'était pas une gangster, mais elle était une reine dans ce royaume obscur. Son conseil était apprécié, sa présence respectée. Leur relation n'était pas celle d'une vie domestique tranquille. Elle s'était forgée dans la crise, tempérée par le danger. Leurs moments de paix étaient volés. Des intermèdes précieux dans une vie vécue en état d'alerte, mais ils étaient réels. Dans ses bras, elle trouvait une étrange sécurité. En sa présence, il trouvait une certaine paix, un lien avec un monde d'honnêteté et d'intégrité qu'il croyait perdu à jamais. Un soir, quelques mois plus tard, ils se tenaient sur le balcon du penthouse, les lumières de la ville s'étendant sous leurs pieds comme un tapis d'étoiles tombées. « Tu ne le regrettes jamais ?»
demanda Matteo, sa voix murmurant faiblement dans le brouhaha de la ville. Répondant à cet appel, Anna se blottit contre lui, respirant l'air frais de la nuit. Elle pensa à la peur, au sang, à la perte de son innocence. Mais elle